19 juin 1944 à 11h22. Mer des Philippines, à 220 km au nord de l'île de Yap. Le crayon a frissonné entre les mains du lieutenant Jacques Kéfir alors qu'il note le marquage dans le journal de la tour de commandement, ses paroles presque illisibles sous la tension qui a pris le contrôle du sous-marin USS Kavala, sur le point d'effectuer l'attaque la plus décisive de sa courte trajectoire. 6 torpilles ont été lancées, toutes armées, dans une trajectoire droite et implacable. Grâce au périscope, le commandant Hermann J. Kosler a regardé ses armes couper les eaux vers la cible, l'avion japonais Shukaku, une bête de 25 000 tonnes, l'un des 6 navires qui avaient dévasté Pearl Harbor 30 mois plus tôt. En quelques secondes, ces torpilles pourraient étraliser le nom du maquereau dans les annales de l'histoire navale ou condamner son équipage à une certaine mort sous le feu implacable des charges de profondeur de navires d'escorte. Ce que Kosler ne pouvait pas imaginer, c'est que cette attaque détruirait non seulement un seul navire, mais accélérerait l'effondrement total de l'aviation navale japonaise dans un épisode qui serait connu comme le massacre des Mariannes. Le sort de la guerre du Pacifique n'était pas décidé dans les salles de stratégie, mais plutôt dans la précision du millimètre de la guerre sous-marine, les angles d'approche, les fans de torpilles et les décisions prises en fractions de deuxième par les hommes opérant à l'extrême limite de leur formation et de leur courage. Tout avait commencé 4 mois plus tôt, le 29 février 1944, lorsque l'USS Kavala a été lancé dans les chantiers navals de la Société électrique à Groton, Connecticut. Parmi les 73 sous-marins de classe de chat qui ont servi dans le Pacifique, le maquereau était un débutant, pas testé au combat. Son équipage, un mélange de vétérans endurcis et de jeunes marins sans expérience au combat. Devant eux, le commandant Hermann Joseph Kosler, formé par la Naval Academy en 1934, avait déjà prouvé sa valeur à bord de l'USS Guardfish, où il avait aidé à couler plus de 51 000 tonnes de navires japonais. Maintenant, en charge de son propre sous-marin, 95 mètres d'acier et de détermination, armé de 24 torpilles et la mission de tourner le jeu dans le Pacifique, il savait que chaque décision pourrait faire la différence entre la victoire et l'annihilation. Le nombre de productions sous-marines américaines aurait laissé les stratèges japonais étonnés s'ils connaissaient la vraie dimension de cet effort. Jusqu'en juin 1944, les chantiers navals américains ont livré un nouveau sous-marin tous les 17 jours. Chaque navire a nécessité 1,5 million d'heures de travail, mis en place à partir de 75 000 composants fabriqués dans 23 États. La symphonie industrielle qui a donné vie aux maquerelles répétées sans s'arrêter dans 6 grands chantiers navals. Mais le 31 mai 1944, lorsque le maquereau est parti de Pearl Harbor lors de sa première patrouille de guerre, elle n'était qu'un autre sous-marin infructueux vers le danger. Ses ordres, patrifier les des Philippines et remplacer les poissons volants USS dans le détroit de San Bernardino. Le 15 juin 1944, 3 jours après son départ à mi-chemin, la radio maquerelle a crépiré avec un message urgent de la commande Pacifique sous-marine. L'équipe de l'amiral Charles Lockwood avait déchiffré les renseignements qui changeraient complètement le cours de la mission. La flotte mobile japonaise, absente depuis la bataille de Santa Cruz en octobre 1942, avait été aperçue par l'USS Flying Fish sur le chemin de Mariana. Les implications étaient terrifiantes, l'opération Forager, l'invasion américaine de Saipan, venait de commencer le même matin. Si le porte-avions japonais venait à Marianne, cela pourrait décimer les forces d'atterrissage. Le maquereau a reçu l'ordre de se positionner à 560 km à l'est du détroit de San Bernardino et d'intercepter l'ennemi. La mer des Philippines s'étendait sur 2,4 millions de kilomètres carrés. Trouver un groupe de travail sur le porte-avions dans cet océan, c'était comme rechercher une voiture spécifique sur toutes les autoroutes du Texas, avec une visibilité limitée aux observations de périscope et à un radar primitif. Le 17 juin 1944, à 19h50, après 2 jours de mer vide, le radar SD de l'opérateur de Kavala a levé un contact de 27 km. Le signal sur l'écran était faible, intermittent, apparaissant et disparaissant comme un fantôme entre l'interférence électronique. Kosler a commandé 4 moteurs à l'avance, vitesse de pointe. Le maquereau a tiré à 37 km/h, ses moteurs rugissant alors qu'il réduisait la distance. 20 km, plus de contacts sont apparus sur le radar. Plusieurs bateaux en formation. Ce que le maquereau venait de trouver n'était rien de moins que la première flotte mobile du vice-amiral Jisaburo Ozawa, le cœur de la puissance navale japonaise. 9 porte-avions, 5 emballés, 13 croiseurs et 28 résidents, la plus grande concentration de forces navales japonaises depuis à mi-chemin. Le directeur exécutif, le lieutenant-commandant Robert Rissa, a analysé le scénario tactique. Formation japonaise zigzagable à 35 km/h, en direction de 290 degrés. Pour atteindre une position d'attaque, le maquereau devrait courir à la surface,
se plonger sur la route ennemie et encourager les navires pour atteindre les torpilles. Koestler a dû faire face à un dilemme cruel, les ordres ont exigé de signaler immédiatement le contact, des informations qui pourraient sauver des milliers de vies américaines. Mais le transport révélerait sa position, éliminant probablement toute chance d'attaque. Grâce au périscope, il a vu l'un des porte-avions récupérés, vulnérable et distrait. À 22 heures, Koestler a choisi son devoir au lieu de la gloire. Le Maquereau a émergé et transmis, grande force de travail ennemie, latitude 12°00 N, longitude 135°00 et, direction 290°, vitesse 19 nœuds, plusieurs grands et petits vaisseaux. Le message est arrivé à l'amiral Raymond Spraance, à bord de l'USS Indianapolis en quelques minutes. Maintenant, le 5e commandant de flotte savait exactement où se trouvait l'ennemi et pouvait positionner son 15 porte-avions de la force de travail. Cette intelligence serait décisive dans la bataille à venir, mais la transmission était le prix. Les localisateurs de radio japonais ont détecté le signal instantanément. 2 fragileurs ont arraché la formation et se sont avancés vers la position du Maquereau. Le sous-marin a plongé à 90 mètres de profondeur. Alors que les charges de profondeur explosaient au-dessus, le sabot gémit sous la pression. Chaque détonation a généré 10 tonnes de force par centimètre carré au point d'impact. Les explosions à proximité pourraient écraser le Maquereau comme une boîte en aluminium. Pendant 3 heures, les freemakers ont circulé, lançant des motifs de fret. L'équipage a déclaré à 42 explosions, chacun tremblant le sous-marin, brisant les lampes et provoquant de petites fuites sur les seaux de la coque. La température interne a augmenté à 43 degrés Celsius. Les hommes entreprennent en sous-vêtements, respirant superficiellement pour sauver l'oxygène. À 1 heure le 18 juin, les bancaires sont partis. Le Maquereau a émergé dans une mer vide. Le groupe de travail s'était échappé, mais Koestler n'était pas disposé à abandonner. Il a ordonné une persécution à grande vitesse pour le cours estimé, pariant que le porte-avions devrait lancer des avions à l'aube. Le 19 juin 1944, à 8 heures du matin, après une nuit de nettoyage, la chance du Maquereau a changé. Des avions ont commencé à apparaître dans le ciel, des dizaines d'entre eux, tout à l'est, vers la flotte américaine. Les Japonais avaient lancé leur attaque matinale contre le groupe de travail 58. L'opérateur de sonar a signalé des hélices à grande vitesse du nord-ouest. Grâce au périscope, Koestler les a vus, un groupe de porte-avions japonais à pleine vitesse pour récupérer leur avion. Angle cible, 90 degrés à un bonbon. Distance, 4,5 km et diminution. Vitesse, 44 km/h, 3 porte-avions en vue. La plus proche, une immense forteresse avec une silhouette indubitable. 6 torpilles. 4 impacts confirmés. Cible soleil. Le message était sec, presque clinique, mais chaque mot portait le poids d'une bataille qui avait testé les limites humaines et mécaniques au point de rupture. À Pearl Harbor, amiral Lockwood, commandant de la flotte S. Hubmarine a reçu le rapport avec un mélange de soulagement et d'admiration. Un autre coup contre la colonne vertébrale dorsale de la marine impériale. Un autre porte-avions japonais a envoyé à l'arrière-plan de l'océan, cette fois un vétéran de Pearl Harbor, un symbole de l'arrogance nipponique qui est maintenant détruite, ses intestins en acier tordus par le feu et l'eau. Mais la victoire a eu un goût amer. Alors qu'un Maquereau émergeait des profondeurs, son commandant savait que la chance les avait souri par une marge aussi mince que la lame d'un couteau de poche. Chaque explosion de la charge de profondeur, chaque gémissement de la structure sous pression, chaque homme qui s'est effondré avec l'épuisement sur le pont était un rappel brutal de la proximité qu'ils étaient en cas de catastrophe. Le sous-marin, bien que gagnant, a été blessé. Les dommages n'étaient pas seulement des physiciens, ils ont essuyé des soudures, des compartiments inondés, ont laissé l'air respirant, également psychologique. Les hommes avaient entendu Shokaku mourir. Ils avaient senti l'océan trembler avec son agonie. Certains ont juré que, dans les derniers instants, tandis que l'eau avalait le porte-avions, il a entendu les cris lointains de centaines d'hommes condamnés, une chorale de désespoir qui résonnerait dans leurs cauchemars pour les années suivantes. Koestler n'a pas donné le temps pour les regrets. Il a ordonné les réparations d'urgence dans les systèmes critiques, pour sceller les fuites, restaurer l'énergie aux sonars endommagés, vérifier l'intégrité des tubes de torpilles restants. Chaque minute comptait. Les Japonais n'abandonneraient pas si facilement. Les destroyers patrouillaient toujours dans la zone, et le Maquereau était une proie blessée, laissant une trace d'huile et de bulles que tout observateur attentif pouvait suivre. Le commandant savait que la chasse pouvait recommencer à tout moment. À 21h30, avec la nuit déjà fermée comme un linceul sur la mer,
le Maquerelle a de nouveau plongé, cette fois pour s'échapper. Koestler a tracé un parcours ouest, loin de la zone de bataille, naviguant dans un silence absolu. Moteurs électriques zombies à une vitesse minimale, les hommes se sont déplacés sous forme d'ombre, chaque geste calculé pour éviter le plus petit bruit. Le sous-marin a glissé comme un fantôme dans les eaux sombres, tandis qu'au-dessus d'eux, dans le ciel étoilé, les constellations ont été témoins indifféremment, un autre chapitre de la guerre qui a dévoré le Pacifique. À Tokyo, la nouvelle du naufrage de Shokaku arriverait comme un coup à l'estomac du High Naval Command. Ce n'était pas seulement la perte d'un porte-avions, c'était l'érosion irréparable d'une force combalide. Chaque conducteur expérimenté tué dans leurs eaux a été un coup contre l'avenir. Chaque navire chassé a amené le Japon un golfe à partir duquel il n'y avait pas de retour. Mais cette nuit-là, alors que Maquerelle s'est enfui pour survivre, personne dans le personnel impérial ne pouvait imaginer qu'en moins d'un an, la marée de la guerre se serait tournée vers de bon. Et que des sous-marins comme celui-là, dommages, implacables, commandés par des hommes prêts à faire face à l'enfer dans les profondeurs, seraient les bourreaux silencieux d'un empire condamné. 3 torpilles déclenchées. 3 coups mortels. 105 charges de profondeur s'effondraient sur la coque en acier du Maquereau dans un enfer sous-marin à 3 heures. Et puis, 2 heures et demie après l'attaque, 4 explosions assourdissantes résonnaient vers la cible, un cœur de destruction qui a scellé le sort de Shikaku. Je crois que la cible a coulé, a transmis l'équipage, ignorant qu'il venait d'écrire l'une des pages les plus décisives de l'histoire navale. Alors qu'il chassait dans l'ombre, un autre prédateur américain, l'USS Albacore, a repéré leurs dents dans l'arrestation de l'amiral Ozawa, le porte-avions Tai, les bijoux de la flotte japonaise. Une seule torpille était suffisante. Mais ce n'est pas l'impact qui l'a détruit, c'était l'incompétence. Des vapeurs d'essence, une négligence chronique, une explosion cataclysmique qui a déchiré le navire en deux, amenant 1650 hommes au fond de l'océan en un instant. Pendant ce temps, dans le ciel des Mariannes, le massacre connu sous le nom de « tir péruvien du Turquie » a atteint son apogée. L'Hellcat américain, guidé par le radar et la tactique. Incessants, ils ont abattu 315 avions japonais pour la perte de l'étang de 23. 445 coureurs d'élite, pour avoir la journée. Le Japon a commencé la guerre avec 3500 aviateurs navals de premier ordre. Le 19 juin 1944, moins de 500 sont restés. Et voici le coup mortel, les pilotes n'ont pas pu être remplacés. Pas avec 700 heures de vol nécessaires pour former un seul pilote de porte-avions. Pas sans carburant. Non sans temps. Pas sans instructeur qui était déjà mort. L'attaque du Maquereau n'était pas seulement une victoire tactique, c'était la démonstration brutale d'une révolution. Torpedo Mark XIV, après 2 ans d'échecs humiliants, a finalement fonctionné. Les détonateurs magnétiques précédemment détonés avaient été corrigés. Les paramètres de profondeur, ajustés. Impact les détonateurs, redessinés. Et au cœur de la machine de guerre se trouvait l'ordinateur de données de torpedo, TDC, une merveille de l'ingénierie analogique, un cerveau de vitesse qui calculait des angles, des distances et des trajectoires en temps réel, requis avec précision les équipes de mathématiques des années plus tôt. Chaque sous-marin transportait 2 TDCS, réduisant ce coût de $60 000, l'équivalent de 12 maisons américaines en 1944. Mais l'argent n'était pas un obstacle. La capacité industrielle américaine crache des torpilles en quantités étonnantes. Les torpilles de Newport n'ont produit que 300 Mark XIV par mois, chacune résultant de 2000 heures de travail, 1500 pièces usinées avec une tolérance d'1 millième de pouce. Rien de tout cela n'a été le hasard. Le Maquereau n'a pas eu de chance là-bas. Elle était là parce que les États-Unis ont lu les pensées de l'ennemi. Depuis 1942, les cryptographes américains ont violé le code JN-23, le système que les Japonais pensaient inviolable. À Hippo Station, à Pearl Harbor, l'équipe du commandant Joseph Rochefort a déchiffré les messages de la flotte japonaise en quelques heures. Ils connaissaient l'itinéraire d'Ozawa. Ils connaissaient leur niveau de carburant. Ils connaissaient même les noms des capitaines de leurs navires. Ces informations, distribuées sous le nom de sous-marins américains Ultra, ont positionné aux points exacts de l'interception, un piège parfait. Les Japonais n'ont jamais soupçonné. Même après la guerre des interrogatoires, ils ont attribué le succès américain au radar supérieur et à la « chance ». La vérité, que les États-Unis lient ses communications les plus secrètes, classées en permanence jusqu'aux années 1970. Lorsque Shikaku a coulé, les sous-marins américains étaient déjà l'arme navale la plus mortelle du Pacifique.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 288 sous-marins coulent 1314 navires japonais, 5,3 millions de tonnes, plus de la moitié de toutes les pertes japonaises. Le prix était élevé, 52 sous-marins perdus, 3506 hommes, un taux de mortalité de 22%, le plus élevé de toutes les forces américaines. Mais l'effet était dévastateur. Le Japon, une île dépendante de l'importation, a été étranglé lentement. Le vice-amiral Takaji Shichi admettrait plus tard, la campagne américaine des sous-marins a été le seul facteur le plus décisif dans notre défaite. Nous pourrions construire plus de navires. Nous pourrions trouver de nouveaux pétroles. Nous pourrions entraîner plus de marins. Mais nous ne pouvions pas protéger notre flotte marchande. Ils ont détruit notre capacité à faire la guerre. Et puis, le 1er juillet 1944, après 11 jours de patrouille infructueuse, le Maquerelle a reçu l'ordre de se rendre à Sepang. Alors qu'il s'approchait de l'île, l'équipage a été témoin de la puissance américaine dans sa forme la plus écrasante. L'officier de patrouille Cosley enregistrerait, la scène était indescriptible. Toutes sortes de marines étaient présents. Louchades bombardant la côte. Carriers à Glary jetant des vagues. Transport des navires déchargeant les fournitures. De la fumée et des explosions couvraient la moitié de l'île. C'était la machine de guerre américaine en pleine opération. Sur le chemin, escorté par l'USS Philip Freemaker, dont les marins s'alignaient sur le pont pour revêtre le sous-marin qui avait coulé l'un des attaquants de Pearl Harbor, la nouvelle de l'exploit de Maquereau s'était déjà répandue dans toute la flotte. Ando a égalé le navire de soutien de l'USS Holland, des équipages d'autres sous-marins sont venus voir de leurs propres yeux le navire qui avait tué un symbole de la puissance navale japonaise. Le 3 août, à Majuro, l'amiral Charles Lockwood, commandant de la flotte du sous-marin du Pacifique, est monté à bord personnellement pour féliciter l'équipage. Le Maquereau recevrait la citation de l'unité présidentielle, un honneur réservé aux actes d'héroïsme extraordinaire. Pendant ce temps, au Japon, la perte de Shikaku a été initialement cachée au public. La marine impériale l'a énuméré comme endommagée en réparation jusqu'en octobre 1944, date à laquelle sa destruction a finalement été reconnue, en silence. L'impact psychologique, cependant, était dévastateur. Shikaku n'était pas seulement un navire, c'était un mythe. Il avait survécu au combat de la mer de Coral et de Santa Cruz, où d'autres auraient coulé. Le commandant Veda Mitsuo, un vétéran de l'attaque de Pearl Harbor à bord d'Akagi, écrivait plus tard, « Quand nous avons entendu que le Shikaku est parti, nous avons entendu que la guerre était perdue. Il était plus qu'un navire, le symbole de notre puissance. » Sa perte, avec celle de Taille le même jour, a cassé l'esprit de la force du Marquière. L'échec technique était également révélateur. Le contrôle des dommages japonais, précédemment considéré comme supérieur, avait échoué catastrophiquement. L'explosion de vapeur de carburant qui a détruit le Shikaku aurait pu être évitée avec une ventilation appropriée. Le porte-avions américain, comme Midway Yorktown, a subi des dégâts similaires et a survécu grâce à des protocoles stricts. Le capitaine Ome Toshikazu, le chef d'état-major d'Ozawa, témoignerait, « Nous avons appris les mauvaises leçons de nos victoires initiales. Nous pensions que l'esprit et la formation pourraient surmonter les inconvénients matériels. Mais il ne se bat pas avec courage. Pas à une torpille avec détermination. Les Américains ont construit une machine de guerre que nous ne pouvions pas égaler. Et le Maquereau n'était qu'un morceau de cette machine. Son radar SJ a détecté des cibles à 24 km, même dans l'obscurité ou le brouillard. Les Japonais, lorsqu'ils avaient un radar, dans quelques navires, ont vu à 13 km, et leur équipement a souvent échoué. Les communications américaines étaient tout aussi écrasantes, la radio de Maquerelle a atteint Pearl Harbor à partir de n'importe quel point du Pacifique, avec des bandes à haute fréquence et un cryptage incassable. Les Japonais, en comparaison, dépendaient toujours des codes engagés et des transmissions vulnérables. La guerre était déjà décidée, mais ils ne savaient pas encore. Alors que les sous-marins japonais ont émergé comme des proies faciles à exposer leurs sabots pour transmettre des messages près des bases de l'île, se transformant en cibles statiques vers des avions ennemis et des navires américains fonctionnaient comme des chasseurs invisibles, autosuffisants et mortels. Le Maquereau a encapsulé cette supériorité systémique. Sa climatisation n'était pas un simple confort, c'était une arme contre l'humidité tropicale qui érode les circuits et les systèmes de paralyse. Alors que les Japonais ont lutté avec des panneaux électriques rouillés et des équipages épuisés pour la déshydratation, les Américains ont distillé 1000 gallons d'eau potable par jour, en gardant des hommes et des machines dans un état de combat. La différence n'était pas technologique, elle était existentielle.
Les hommes qui ont géré le Makero étaient le portrait d'une génération forgée en urgence. Volunteers, en moyenne de 23 ans, beaucoup n'avaient jamais vu la mer avant 1941. Pourtant, ils ont dominé une machine de guerre plus complexe que toute autre de l'histoire avec une précision qui borde l'instinct. Sa formation n'avait pas de parallèle, chaque marin était un design polyvalent. Un électricien pourrait reprendre les plans de plongée, un torpéiste, allumer les moteurs diesel à pleine vapeur. Cette redondance n'était pas un accident, une stratégie. Lorsqu'une torpille japonaise a frappé un sous-marin américain, événement rare, l'équipage a répondu avec une efficacité chirurgicale, couvrant les fuites et la restauration des systèmes tandis que l'ennemi a toujours célébré l'impact. La morale ? Incassable. Parce que cave. Wing n'était pas seulement une arme, une maison en guerre. Réfrigérateur avec glace maison, machine à laver, lits superposés individuels et repas qui enviraient un restaurant de New York, filet de mignon, pain frais au four, légumes lorsqu'ils sont disponibles. Luxe ? Non. Arme psychologique. Un homme bien alimenté et reposé prend de meilleures décisions sur les patrouilles de 60 jours, où l'erreur signifie la mort. Le naufrage de Shikaku et Tai n'était pas seulement de pertes, c'était l'effondrement de la cascade d'un empire aérien. Le groupe 601R, divisé entre les deux porte-avions, a perdu 80% de ses pilotes et avions. Ce n'étaient pas des chiffres, c'étaient des légendes. Des anciens combattants avec des milliers d'heures de vol, capables de décrocher un zéro dans un pont la nuit ou d'enseigner à un nouveau venu pour survivre à un combat de chiens. Sans eux, la machine d'entraînement japonaise s'est effondrée. En 1941, un pilote naval japonais a reçu 700 heures de vol avant le combat. En 1944, moins de 100. Pilotes qui pouvaient à peine décoller, plus je me bats. Pendant ce temps, les États-Unis ont produit 100 000 pilotes par an, chacun avec 600 heures de formation sur une infrastructure monstre, 139 bases aériennes, 40 000 avions pédagogiques, 100 000 instructeurs. La bataille de la mer des Philippines n'était pas un combat, c'était un massacre annoncé. L'intelligence du Makero avait révélé les itinéraires, vos torpilles, scellez. Lorsque la poussière a chuté, le Japon avait perdu 476 avions d'avion et 445 pilotes en 2 jours. Les États-Unis ? 130 avions et 76 pilotes. Mais alors que le Japon a pleuré ses victimes, l'Amérique a imprimé 500 nouveaux avions navals par semaine et a formé 2000 pilotes mensuellement. L'amiral Toyoda Suimu, commandant de la flotte combinée, a compris les mathématiques cruelles à l'époque, nous pouvons construire de nouveaux porte-avions, mais nous ne pouvons pas faire de pilotes expérimentés. Les sous-marins américains coulent non seulement nos navires, ils ont déchiré notre capacité à nous battre. Les chiffres suivants ont été la peine de mort du Japon. En juillet 1944, 140 sous-marins américains chassaient en Pâques pour le Pacifique, écrasant la flotte marchande japonaise comme des loups entre moutons. En décembre 1941, l'Empire comptait 6,4 millions de tonnes de navires. En 1944, 2,8 millions. Le minimum pour soutenir l'économie civile était de 3 millions. Pour la machine de guerre, 3 millions supplémentaires. Total disponible, moins de 3 millions. Le résultat ? Une nation affamée. Les importations de riz ont chuté de 1,4 million de tonnes à 200 000. Pétrole, de 5 millions à 600 000. En 1944, des destroyers japonais ont fait des courses suicidaires de Singapour à l'archipel, transportant des tambours de carburant d'aviation liés sur le pont, parce que les pétroliers ne survivent plus au siège sous-marin. Le Makero n'a pas fait exception, c'était le modèle. Son succès a accéléré une révolution technologique sans précédent. La torpille Mark 18, électrique et silencieuse, n'a laissé aucun sentier pour que les destroyers puissent suivre. Mark 27 a chassé ses cibles par le son, comme un requin suivant le sang. Les radars ont évolué à partir du SJ, qui avait déjà localisé la flotte japonaise, pour le sein, 2 fois la gamme et la résolution. Jusqu'à la fin de la guerre, les sous-marins américains ont vu mieux que la plupart des navires de surface. Et vos communications ? Inviolables. La machine Seifing ECM Mark II du Makrel a généré 150 millions de combinaisons. Les cryptographes japonais n'ont jamais déchiffré un seul message opérationnel de American Submarine. Jamais. Le Makero terminerait 5 autres patrouilles après Shikaku. Dans le 3e, il a coulé le destroyer Shimotsuki le 25 novembre 1944, emportant avec lui le commandant de l'équipe de destroyer 31 et tout son personnel. Le 5 janvier 1945, il anéantit 2 navires de réseau lors d'une attaque nocturne à la surface, pur défaut.
En 1945, elle et ses sœurs ont fait irruption dans la mer du Japon, considérée autrefois un lac japonais. Les navires de guerre américains sont apparus en plein jour, comme s'ils disaient « Viens à nous ». Peu ont accepté l'invitation. Ces derniers chiffres ont été impressionnés. Yonante, mais pas unique, 6 patrouilles, 34 180 puis, 0 bas au combat. Multipliez cela par 288 sous-marins, et vous avez la recette de l'effondrement d'un empire. Le 15 août 1945, le Makero était en mission de sauvetage au large du Japon lorsque la voix d'Hirohito a annoncé la reddition. Quelques minutes plus tard, comme si la réalité refusait d'être acceptée, un avion japonais a attaqué le sous-marin, jetant 2 bombes qui ont fait une erreur pour 100 mètres. Ce fut la dernière attaque de l'histoire contre un sous-marin américain. 2 semaines plus tard, le 2 septembre, le Makrel est entré dans la baie de Tokyo pour la cérémonie de remise. De son jeu, l'équipage a vu le Missouri, où MacArthur a reçu la capitulation japonaise. Entre la flotte alliée, 12 porteurs américains ont été avec endommagement sur la guerre. Sur la flotte japonaise et le porte-avions léger, 20 se trouvaient au fond de l'océan, y compris Shikaku. Le commandant Kosler, maintenant capitaine, a regardé depuis la passerelle. Il écrit plus tard, « Nous avons commencé cette guerre avec des torpilles défectueuses et une formation en temps de paix. Nous avons terminé comme la force navale la plus mortelle que le monde ait jamais vue. Chaque homme qui a servi dans des sous-marins peut être fier, nous étranglions un empire de nos propres mains. » Les chiffres finaux parlent d'eux-mêmes. 1314 navires japonais ensoleillés. 5,3 millions de tonnes de navigation détruites. 8 plaquettes de maîtrise coulées ou endommagées. 11 porte-avions envoyés en bas. 30 croiseurs détruits ou handicapés. 127 destroyers et escortes. Ce n'est pas la bombe atomique qui a brisé l'arrière du Japon. C'était le silence sous les vagues. 1272 âmes perdues à Shikaku, Omen dont les visages ne seraient jamais vus par leurs familles. Les records navals japonais ont transformé les cendres sous les bombardements américains, ne laissant que des listes incomplètes, des noms précipités dans des papiers carbonisés. Pour beaucoup, la seule nouvelle était un télégramme laconique, « Est mort pour l'empereur dans les mers du Sud ». Personne. Pas de tombe. Seul l'océan, éternel et indifférent, gardant ses secrets dans les profondeurs. Et ceux qui ont survécu? Les sous-marins américains ont porté le poids des souvenirs qu'aucun médaillon ou décoration ne pouvait atténuer. Le son des sabots partant. Le hurlement des torpilles frappant la cible, suivi du silence suffocant de centaines d'hommes se noyant au-dessus d'eux. Les charges de profondeur explosant comme martelées dans l'acier, secouant les os, testant la santé mentale. Il n'y avait pas de terme pour cela en 1945, le stress du combat était la faiblesse, traumatisme était un lâche. Des milliers sont rentrés chez eux avec les fantômes des noyés dans les yeux, condamnés à relancer chaque plongée d'urgence, chaque alarme de collision, dans des cauchemars qui dureraient des décennies. Le 30 décembre 1969. Après 25 ans, déchirant les mers d'abord en tant que chasseur de navires, puis en tant que chasseur de chasseurs pendant la guerre froide, des sous-marins soviétiques en fuite dans les eaux froides de l'Arctique, le Makero a finalement été retiré. Mais pas pour la panne. Pas pour l'oubli. La marine l'a remis aux hommes eux-mêmes qui l'ont rendu légendaire, les vétérans des sous-marins du Texas. Aujourd'hui, il repose sur Seawolf Park, Galveston, non pas comme un morceau, mais comme une tombe en acier et un hôtel à Audacity. Ceux qui entrent dans leur compartiment sont en cours où Cosley et son équipage ont écrit l'histoire. La salle des torpilles, où les armes qui ont déchiré le Shikaku étaient chargées de main ferme, malgré leur sueur froide. La tour de commandement périscope, où la cible a été repérée, un géant de 30 000 tonnes, vulnérable en tant que baleine blessée. Le centre de contrôle, où les ordres séchés ont décidé entre la vie et la mort, tube 1 et 2. Fire. Chaque valve, chaque manomètre, chaque bande d'encre sur la carte de navigation a été restaurée pour 10 000 heures de travail volontaire, beaucoup d'entre elles fabriquées par des hommes qui, des décennies plus tôt, avaient entendu le gémissement des navires ennemis coulant. L'équipement d'origine a été sauvé de l'oubli, l'ordinateur de données torpedo, trouvé dans un gisement naval a été reconstruit jusqu'à ce qu'il fonctionne à nouveau, ses engrenages tournant comme en 1944. Le gouvernail d'urgence, utilisé lorsque les moteurs ont échoué et que la mort regardait 300 pieds de profondeur. Même l'odeur, diesel, métal humide, l'air stagnant d'un sous-marin, il était conservé, comme si le Makero lui-même respirait. Pendant des années, les anciens combattants s'y sont rassemblés, à chaque réunion plus mince, chaque poignée de main plus longue.
En 1994, à l'occasion du 50e anniversaire du naufrage de Shūkaku, seulement 47 des 80 hommes originaux étaient toujours en vie. Le commandant Cosley, alors âgé de 82 ans et déjà réformé, a gravi le podium avec la posture verticale de ceux qui ont encore entendu l'appel de la mer. Sa voix, ferme malgré les années, a coupé le silence. Nous étions jeunes avec une mission impossible, couler la flotte ennemie avec un sous-marin de 300 pieds. Nous avons gagné parce que nous étions bien entraînés, courageux et chanceux. Mais nous n'oublions jamais, nos ennemis étaient aussi des hommes de courage. Ils se sont battus pour leur pays, car nous avons été honorés notre victoire, mais nous ne célébrons pas leur mort. Puis vint le geste que peu attendaient. Les Japonais ont survécu ont été invités. Des hommes qui, un demi-siècle plus tôt, avaient sauté des flammes de Shūkaku ou criaient des camarades perdus à Théo. Maintenant, les personnes âgées aux cheveux blancs, il serra les mains de ceux qui les ont coulés. Il n'y avait pas de haine. Il n'y a pas eu de triomphe. Seule la reconnaissance mutuelle que la guerre était terminée, mais la mémoire et l'humanité, ils ont effectué. Les historiens navals n'ont aucun doute, le naufrage de Shūkaku a été l'un des coups les plus décisifs de la guerre sous-marine. Symbolique? Oui, un vétéran de Pearl Harbor, un trophée de vengeance. Mais le véritable impact a été stratégique. Son groupe aérien a apporté des décennies d'expérience irréprochables, des pilotes qui pourraient former une nouvelle génération de kamikazes, étant dans l'agonie du Japon pendant des mois. L'amiral Samuel Eliot Morison, historien officiel de la marine, était catégorique. L'attaque du Makuro contre Shūkaku a été impeccable dans le timing et l'exécution. C'est produit pendant la bataille de la mer Philippine, a accéléré l'effondrement de l'aviation navale japonaise. La force sous-marine, plus que toute autre arme, a taché le Japon à la soumission. Même les Japonais sont d'accord. Le professeur Hiroaki Tanaka, de l'Université de défense du Japon, a analysé. La perte de Shūkaku et Théo le même jour n'était pas seulement la perte de 2 navires. C'était la destruction de siècles de fonctionnaires accumulés de connaissances, d'équipes de maintenance, de tactiques améliorées au combat. La leçon résonne aujourd'hui. Le porte-avions est toujours vulnérable. Malgré toutes les technologies, les combattants furtifs et les missiles hypersoniques, le cauchemar d'un sous-marin silencieux caché dans l'ombre persiste. Le jeu de chat et de souris qui a commencé avec le Maquerelle n'a jamais pris fin. Les flottes de surface modernes sont escortées par des destroyers d'État Lehar, des hélicoptères flottants acoustiques, des sous-marins nucléaires reniflant les menaces contre des centaines de kilomètres. Mais la course est implacable, lorsque la défense progresse, l'attaque se réinvente. Torpilles plus rapides. Sous-marins plus silencieux. Drones sous-marins. La guerre sous les vagues se poursuit, seuls les noms des chasseurs changent. 1er juillet 1988. L'amiral Herman J. Cosley est décédé à 76 ans, entouré de sa famille dans sa maison en Virginie. Son dernier discours public, lors de la réunion de maquettes de 1987, a résumé l'esprit de la guerre sous-marine. Nous avons fait ce qui devait être fait. Nous coulons des navires. Nous avons tué des hommes. Pas pour le plaisir, mais parce que notre nation nous a demandé. Nos ennemis étaient des marins comme nous, disciplinés, loyaux. Nous ne les avons pas gagnés parce que nous étions meilleurs, mais parce que nous avions des outils supérieurs et les utilisons sans hésitation. La leçon n'est pas que les sous-marins sont invincibles. Ce n'est pas que la technologie gagne des guerres. C'est que les peuples libres, lorsqu'ils sont menacés, suscitent une force que les dictatures ne peuvent pas correspondre. Non seulement nous produisons Emma. Isa. Nous avons pensé plus vite. Nous innovons plus audacieusement. Nous résumons plus de temps. Le Makuro est aujourd'hui à Galveston, pas comme un musée, mais comme test. La preuve que les hommes ordinaires, fans, travailleurs, étudiants, peuvent exploiter des machines complexes et surmonter une guerre impossible. C'est la vraie victoire. Pas le naufrage d'un navire, mais la démonstration que, lorsqu'elle est testée, la démocratie prévaut. Au USS Kavala Museum, un panneau de bronze répertorie les 52 sous-marins américains perdus dans la guerre, jamais revenus, des équipes qui patrouillent encore. 3506 hommes. Chaque nom est une histoire interrompue, un avenir effacé. À côté, le drapeau du Makuro, avec 6 petits drapeaux japonais, un navire coulé. Mais ce que la plupart des mouvements ne sont pas des trophées, mais la salle commémorative, où les photos des sous-marins perdus considèrent les visiteurs comme des fantômes. Il y a du tang. Le grenier. Le plus dur.
Héros qui n'ont jamais vieilli. L'histoire du maquereau et de Shikaku transcende les frontières et la haine de la guerre. Il montre comment l'ingéniosité, le courage et le sacrifice humain peuvent doubler le cours de l'histoire. Un seul sous-marin, 80 hommes, une nuit dans la mer de Subuyan, et le sort d'un empire a été scellé. Alors que les derniers vétérans partent, des navires comme le Maquerelle deviennent nos gardiens de la mémoire. Ils nous rappellent que la liberté a un prix, que la victoire exige plus que des armes, Almateg, et que dans les profondeurs où la lumière ne vient pas, la différence entre le héros et le méchant n'est souvent qu'un drapeau. Ce ne sont pas seulement des reliques en métal rouillé, sont des liens vivants avec le sacrifice et la gloire. Chaque pas à travers les couloirs étroits du maquereau, chaque touche des instruments qui a guidé un jour les torpilles mortelles, chaque nom enregistré sur les panneaux de service est un portail pour une époque où les hommes ordinaires sont devenus des géants. Ici, l'histoire n'est pas seulement racontée, c'est ressenti. L'attaque de l'USS Kavala le 19 juin 1944 n'était pas seulement une autre opération, c'est le coup de courte durée qui s'est avéré alors que la guerre américaine sous-marine a sculpté la victoire du Pacifique. Ce qui est sorti des chantiers navals de la compagnie de bateaux électriques, car un autre sous-marin de flotte est devenu un test de Vicky, lorsque l'ingéniosité, la formation incessante et le courage se réunissent, à l'ennemi le plus fanatique, défendant leur propre sol, peut être renversé. La destruction de Shikaku n'était pas un simple triomphe tactique ou une étape stratégique. C'est le corps physique de la suprématie industrielle américaine, l'innovation qui a contesté les frontières et la maîtrise des marins qui, en quelques mois, ont dominé les machines de guerre complexes pour écraser l'agression totalitaire. Lorsque les torpilles du Maquerelle ont atteint leur objectif ce matin de juin, ce n'était pas seulement un navire qui a coulé, c'était un empire qui a commencé à s'effondrer. Et peut-être que c'est la leçon la plus urgente de cette journée, quelle histoire n'est pas seulement faite par les généraux ou traités, mais par les mains qui se pressent, les esprits qui déchiffrent les mers et les cœurs sombres qui refusent de se retirer. Le maquereau n'est pas un musée. C'est un avertissement. Et un appel.